Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire de Timeline Radio. Je reçois pour la première fois, et c'est une grande chance, je vous avoue, l'historienne spécialiste de la Grèce antique, Christelle Muller, pour son dernier ouvrage que je vous montre en caméra, puisque vous savez maintenant, c'est filmé, La fabrique du citoyen, et le sous-titre, Les Grecs et la Politeia, d'Aristote à Auguste, chez Passé Composé. Bonjour Christelle. Bonjour. Je suis ravi de vous avoir. Je vais me permettre une petite intro pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi on va parler et ce qui se joue dans votre ouvrage. Alors imaginez la scène, mesdames et messieurs, nous sommes en Grèce antique, quelque part, alors on est au IIIe siècle avant notre ère, un jeune homme va se battre au milieu d'une foule en liesse, il combat, il gagne, et au moment où son nom est proclamé, il est acclamé comme citoyen d'une cité prestigieuse, sauf que il ne l'est pas. Pas encore en tout cas. Il vient de remporter la victoire et avec elle quelque chose de beaucoup plus précieux qu'une couronne, une identité politique. Quelques jours plus tard, la cité officialise la chose, elle s'adapte à la réalité, elle entérine ce qui en fait s'est déjà produit sous les yeux de tous. Voilà peut-être le premier choc que nous propose l'histoire grecque. On ne devient pas citoyen uniquement par la loi, on le devient par les actes, par la reconnaissance, par la pratique. Pendant longtemps, on a cru connaître la citoyenneté grecque, je vous l'avoue. On pensait, en tout cas moi, je pensais que c'était un statut clair, un cadre juridique très simple, une définition quasi mathématique. On est de parents citoyens, on appartient à une cité, on participe à ses institutions. Mais en fait, si tout ça n'était qu'une illusion, et si en réalité la citoyenneté était incertaine, fragile, parfois contestée, souvent même négociée, parfois même payée, parce que dans le monde grec, être citoyen, c'est pas seulement avoir des droits, c'est être reconnu par les autres, participer, c'est important à la vie collective, c'est très important, défendre sa place, parfois toute sa vie, et surtout, c'est quelque chose que l'on peut perdre. Alors, dans ce moment ensemble, avec vous Christelle, une question simple va se poser, mais elle est redoutable. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment citoyen ? Et plus encore, qui décide qui vous l'êtes ou que vous ne l'êtes plus ? Donc à partir de votre livre, que je rappelle, La fabrique du citoyen, on va plonger dans un monde où la citoyenneté n'est pas un statut figé, mais une construction permanente. Un monde où on peut devenir citoyen par la guerre, par l'argent, par le mérite ou par opportunité. Un monde qui finalement n'est pas très différent du nôtre, en tout cas beaucoup moins, on va dire, loin qu'on l'imagine de nous. Christelle, j'ai dit historienne, mais j'aurais dû dire ancienne élève de Normal Sup, ancien membre de l'école française d'Athènes, professeur d'histoire grecque, spécialiste des questions sociales et politiques. Avant toute chose, pourquoi cet engouement pour la Grèce antique ? Alors ça remonte à loin. Ça remonte au moment où j'ai fait du grec, je crois. C'est le grec qui m'a amené à l'histoire grecque sans aucun doute. J'ai commencé par à l'école alors ? Oui, au lycée, absolument, à partir de la seconde. J'ai fait des lettres classiques au départ. D'accord. Et j'ai fait une double formation, lettres classiques et histoire. Et c'est l'histoire grecque qui l'a emporté, en définitive. Mais j'ai un amour pour le grec absolument irréfragable. Je comprends. J'avais un prof à la fac qui nous disait que quand on est, on va dire, habitué à lire le grec ancien, on peut tout à fait aller en Grèce en vacances et on peut quasiment comprendre et parler. Oui, on peut déchiffrer, ça c'est clair. Alors parler, non, parce que la manière dont nous prononçons le grec ancien n'a pas grand-chose à voir avec la prononciation du grec moderne, mais on peut lire. Et ça, c'est très important. C'est très important. On a l'impression qu'il y a un chat qui s'est baladé sur le clavier quand même, quand on n'est pas habitué. C'est assez rigolo. Alors, je dis le grec, mais à l'époque, je l'avais jamais imaginé, mais je l'ai lu dans votre livre. Chaque cité, chaque endroit, il y avait des patois en fait. Alors, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. On appelle ça des dialectes. Des dialectes, ouais. Alors, le grec, même s'il remonte à l'époque mycénienne, on a des traces, bien sûr, dès l'époque mycénienne en linéaire B. Ensuite, c'est décliné sous forme alphabétique à partir du 8e siècle. Début 8e, et puis sous forme dialectale, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, ça n'est pas la langue d'Athènes qui a prévalu tout le temps. Ça, ouais. Et même si elle a prévalu à partir de l'époque d'Alexandre, on appelle ça la langue commune, la koiné, en réalité, ce que vous appelez des patois, c'est-à-dire des dialectes, qui sont des déclinaisons du grec, régionaux, des patois régionaux, des dialectes régionaux, ouais. Eh bien, se sont maintenus dans certaines régions jusqu'à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ. Donc, c'est très tard. C'est très tard. C'est intéressant. Malgré tout, il y avait quand même une sorte de langue commune. Oui, absolument. Mais toutes les cités sont comme ça. Elles sont toutes cousines. Ouais. Elles partagent des institutions, une langue, des coutumes, mais elles sont toutes différentes. On va retrouver ça beaucoup en Italie, d'ailleurs, jusque très tard, parce que les cités italiennes, les villes italiennes, qui sont sur le même principe, finalement, oui, tout à fait, politique que
la Grèce antique ont leurs dialectes locaux, effectivement. Oui, tout à fait. Ça ne les empêche pas de se comprendre, bien sûr. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Exactement. Je dis que Léonard de Vinci ne parlait pas italien, il parlait le florentin. C'est ça. Et les Béotiens parlent le béotien. Exactement, tout à fait, ça vient de là. Avant de rentrer vraiment dans votre livre, alors je le dis d'emblée, je vous l'ai dit juste avant de commencer, c'est pas un livre qu'on lit entre deux stations de métro, hein, il faut quand même prendre son temps, c'est un livre important. J'ai appris énormément de choses, comme je vous disais, c'est pas, moi, l'Antiquité n'est pas ma spécialité, j'ai appris beaucoup de choses, c'est un livre que malheureusement je suis obligé de lire vite, puisque je dois lire 6 livres par semaine. Mais vous le relirez cet été sur la plage. Mais c'est des livres que je vais prendre, un des livres que je vais prendre plaisir à relire, à prendre mon temps de relire, parce que il est important. Je précise qu'il est maniable. Hein. Oui, il est fait pour être maniable et pour être emporté dans le métro, justement, même si on ne le lit pas debout, mais assis. Mais voilà, c'est un livre très important. Avant de rentrer dedans, pourquoi avoir privilégié, ça c'est important, les inscriptions plutôt que les textes, on va dire, littéraires traditionnels? J'allais vous dire, parce que c'est ma spécialité, dès le départ, l'épigraphie. Ouais. L'épigraphie, c'est l'étude des inscriptions. Une petite précision sur ce que sont les inscriptions. Ce sont des documents gravés sur des matériaux divers, de la céramique ou de la pierre en général. Ce sont des textes plus ou moins grands, qui abordent des sujets très variés, qui sont des types de textes très variés aussi, normatifs, ou bien des dédicaces, ou encore des stèles funéraires. Mais l'avantage, c'est que ce sont des documents bruts de l'époque, et qui sont en renouvellement permanent, ce qui fait que, au fond, l'épigraphie est une science absolument haletante en matière d'histoire grecque, parce que un document nouveau peut toujours invalider la théorie que vous avez échafaudée jusqu'ici. Ouais, ça, c'est très important. Par rapport aux textes dits littéraires qui nous sont parvenus par la tradition manuscrite et qui ont traversé les âges, parce qu'il y a des tas de gens qui les ont recopiés pour nous, Dieu merci, mais dont le corpus n'est pas clos, parce qu'on peut toujours trouver un papyrus sur lequel vous aurez un fragment d'Aristophane, par exemple, mais qui sont tous globalement bien connus et qui sont tous traduits. C'est la grande différence avec les inscriptions. Oui. Elles ne sortent pas de terre avec leur traduction. Exact. Donc il faut bien connaître le grec. Ça, c'est vrai, je suis assez d'accord. Je me souviens d'un livre que j'avais lu quand j'étais étudiant sur les graffitis sous les Romains. Oui, alors on a aussi notre lot de graffitis, tout à fait. Alors vous m'avez demandé quel était l'intérêt des inscriptions, mais je crois que ça permet un triple élargissement, l'épigraphie. D'abord, ça permet un élargissement géographique. Ça permet de remettre Athènes à la place d'Athènes. On peut rendre à Athènes ce qui est à Athènes, bien sûr, et il faut le faire. Et je le fais dans ce livre, parce que le IVe siècle athénien est très important sur le plan documentaire. Ouais. Mais ça permet un élargissement au-delà d'Athènes. Ça permet de se rendre compte que à la fin du IVe siècle, on a recensé 1035 cités, et que pour l'époque hellénistique, c'est-à-dire la période qui suit la mort d'Alexandre, eh bien, il y en a certainement plus de 1000. Donc un élargissement géographique et un élargissement chronologique, bien sûr, avec une ouverture sur un monde qui est dominé d'abord par des rois hellénistiques, qui sont les successeurs d'Alexandre, et puis par les Romains à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. Et du coup, ça vous ouvre des perspectives aussi sur les relations entre les cités, les rois et les Romains. Et il ne faut pas oublier les cités. On connaît mieux les rois, en quelque sorte, ou Alexandre, que ces cités hellénistiques, pour lesquelles, finalement, l'épigraphie permet de montrer qu'il n'y a pas de déclin à l'époque hellénistique. Il faut combattre cette idée-là. Au contraire, la grande floraison, le grand épanouissement des cités, c'est le IIIe siècle, qui sont enfin débarrassés de l'hégémonie des 3 grandes cités de l'époque classique, qui sont Athènes, Sparte et Thèbes. Évidemment. Vous m'avez donné envie de relire Aristote, que je n'avais pas lu depuis... Aristote, mon favori. Des siècles. Oui, ça se sent. Hein, oh là quand même, vous le connaissez Mes bien. étudiants pâtissent beaucoup d'Aristote, si j'ose dire. On les embrasse. Mangent beaucoup d'Aristote. Alors, il y a une idée très importante, très claire à retenir dans ce livre, c'est donc la citoyenneté grecque n'est ni simple ni stable. C'est vraiment une construction sociale permanente. Pourquoi vous dites que le citoyen est fabriqué ? Parce que c'est le titre en plus. Effectivement. J'ai utilisé le concept grec de poiesis, qui se trouve évidemment dans les sources, sinon je ne l'aurais pas fait, pour désigner 2 choses. D'une part, sur le plan anthropologique, ce que je considère comme une permanente construction du statut. Rien n'est jamais acquis, y compris pour les citoyens de naissance. Mais aussi, sur le plan légal, comme je le dis, il y a des citoyens plus fabriqués que d'autres, c'est-à-dire ceux qui ne naissent pas citoyens, à qui on accorde la citoyenneté. Donc ceux-là sont dits dans les sources des citoyens fabriqués, poietoi. D'accord, effectivement. On a une vision très
habituellement, avant de lire ce livre, on a une vision très magnifique de la citoyenneté grecque. On se dit c'est la démocratie. Et puis alors, je vous lis, puis en fait non, la démocratie c'est pas si bien que ça. C'est selon Aristote. Absolument. La Grèce antique donne envie qu'on la déconstruise aussi, et qu'on lui reconnaisse qu'on l'a restituée à sa place. On la mystifie à ce point-là. Parce qu'on s'est focalisé sur quelques points, notamment Athènes. Ouais. Évidemment, l'invention de la démocratie, qui est réelle, mais qui a été cristallisée et finalement momifiée. Et puis, sur les constructions péricléennes, je crois que c'est vraiment ça. Et puis sur ce que un de mes collègues appelle la Grèce blanche. La Grèce est devenue blanche parce qu'on a oublié les couleurs de la Grèce sur le Parthénon, sur les murs, sur les constructions. Et du coup, c'est devenu une sorte d'exemple indépassable. En réalité, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les pratiques ordinaires et les bas-fonds, évidemment. Les bas-fonds et vraiment les... On le sent bien. D'ailleurs, je dis la citoyenneté, on devrait dire les citoyennetés. Il y a plusieurs citoyennetés. Alors, il y a autant de citoyennetés que de cités, déjà. Ça, c'est un premier point qui est vraiment important. Et puis après, il y a des diversités de façons d'acquérir la citoyenneté. Ça, je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Pourquoi c'est toujours Athènes, le modèle ? C'est très curieux, justement, parce qu'il y en a plusieurs. Mais... Oui, il y a une raison à cela. Bien sûr, alors, ceux qui connaissent la Grèce connaissent un peu Athènes, un peu moins Sparte et encore moins Thèbes, mais c'est dans cet ordre-là. Et tout ça pour l'époque classique. On en est resté à l'époque classique. Alors pourquoi Athènes ? Parce qu'il y a une débauche documentaire particulière à Athènes. On a beaucoup de sources, notamment de sources littéraires pour Athènes. Bien sûr, des sources épigraphiques, mais elles sont beaucoup moins connues que les sources littéraires. Et effectivement, on a du mal à sortir de Hérodote, Thucydide, Plutarque concernant Athènes. Ouais, mais moi je croyais qu'Aristote était de là. Mais alors Aristote, eh bien non. Aristote est un étranger. Ouais, c'est ça. C'est la beauté de la chose. Ce qui est extraordinaire avec Aristote, c'est que c'est quelqu'un qui vient de Stagir, donc en Macédoine, 500 km au nord d'Athènes, qu'il a vécu dans la proximité des rois de Macédoine et qu'il s'est installé à 2 reprises à Athènes, d'abord pour suivre les enseignements de Platon, quand il avait 17 ans, puis il est resté longtemps. Puis ensuite, il est parti parce que c'était compliqué pour lui, puis il est revenu vers 335 et il a fondé son école qui s'appelle le lycée. Mais c'était un étranger résident, c'était un métèque. C'est ça. Ouais. Et donc, il ne pouvait même pas posséder les locaux du gymnase qui lui a servi d'école. Il était obligé de louer. Et donc, il a vu Athènes à la fois de l'intérieur, comme je dis, parce qu'il était dedans, mais en même temps, il n'avait pas accès aux institutions publiques. Il ne pouvait pas voter, il n'était pas citoyen. Il n'a jamais été citoyen. Jamais été, tout ça, je l'ai appris. Ah, c'est dingue. Ah mais voilà, vous voyez, vous projetez Athènes sur Aristote et c'est plus compliqué en fait. Oui, je comprends tout à fait. Mais d'ailleurs, l'idée de projection, elle est importante parce que comme aujourd'hui, mais peut-être même encore plus aujourd'hui, et c'est un débat que vous ne reniez pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut relire aujourd'hui Aristote en se disant ça devrait être un modèle ? Plus que jamais, il faut lire Aristote. Moi, mon grand rêve, c'est d'envoyer une copie des Politiques à tous les hommes politiques, aux 577 députés. Ça, j'aimerais beaucoup. Au niveau culturel, il y en a quelques-uns qui... Voilà, mais l'idée de koinon, vous voyez, l'idée de commun pour lequel on doit œuvrer, et je crois que c'est fondamental, il faut relire Aristote sur ce plan-là. Mais en même temps, alors c'est toujours le problème avec la Grèce, c'était il y a 2500 ans. Oui. Donc il faut à la fois partager l'empathie qu'on peut avoir avec eux, le sentiment de proximité, parce que quand on lit Aristote, parfois on se dit, mais c'est pas possible, il me parle de moi. Bon, il me parle de moi, sur le plan émotionnel. Et en même temps, bien sûr, il faut savoir les mettre à distance. À distance et pratiquer ce que Nicole Laureau appelait l'anachronisme contrôlé. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut les comprendre parce que si je peux les lire, c'est qu'ils ont quelque chose en commun avec moi, mais en même temps, je dois les mettre à distance, à la bonne distance et à leur place. Je dois regarder la lune avec les yeux des Grecs. C'est ça, vous l'écrivez d'ailleurs, c'est intéressant. Mais pour lui, la démocratie n'est pas un bon régime. Pour Aristote, alors, la classification des régimes chez Aristote est très complexe, mais dans la première classification, qui est si j'ose dire en 2 x 3, vous avez les bons et les mauvais régimes, les mauvais régimes étant ceux qui œuvrent pour eux-mêmes et non pas pour l'intérêt général. C'est ça qui est génial, d'où la proximité qu'on a avec Aristote. Et donc il y a cette double classification et à l'intérieur il y a à chaque fois 3 régimes et dans les mauvais régimes vous trouvez la démocratie. C'est ça, la déviance.
Déviation. C'est une déviation. Ouais. C'est une paragraphisme. Avec la tyrannie. Oui, c'est ça. C'est Quasiment au même niveau que la tyrannie, l'oligarchie, vous avez la démocratie. Il a une certaine méfiance envers la démocratie. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que dans la suite de l'œuvre, il reclasse démocratie et oligarchie de façon différente, plus neutre. C'est la deuxième de façon plus neutre. classification. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est la politie? Alors, la politeia ou la politie? Alors, la politie, c'est le bon régime par rapport à la démocratie. Alors justement, c'est quoi ce bon régime? Si on savait, c'est sa cité idéale à lui. Hein. C'est ça. Elle est matinée d'un petit peu d'oligarchie au sens censitaire, probablement un petit peu. Mais c'est un régime qui fonctionne pour le bien commun, ça c'est certain. C'est ça, ouais. Et il considère au fond que la démocratie... On pense qu'il a en vue la démocratie contemporaine qui peut être trop radicale pour lui, ou la démocratie du 5e siècle à Athènes, qui lui a paru trop radicale. Alors, quels sont les principaux chemins pour arriver à la citoyenneté? Alors, les citoyens. 3 heures, si vous voulez, alors, ce qui est intéressant, si on lit Aristote dans sa définition du citoyen, puisqu'il est le seul, au fond, à avoir donné une définition formalisée, c'est qu'il commence par ce par quoi les autres ne commencent pas, c'est-à-dire la notion de participation. Son deuxième critère, qui est celui qui est en usage, comme il le dit lui-même, dans l'Athènes qui lui est contemporaine, et ailleurs aussi, pas seulement Athènes, parce qu'il parle pas seulement d'Athènes, il parle de toutes les cités, il essaye de parler de toutes les cités. Le premier critère, c'est la naissance. Oui. La naissance. Et pour donner l'exemple d'Athènes, à partir du milieu du 5e siècle, donc à partir de 451, on a une loi qui est la loi de Périclès, qui stipule que pour être citoyen, il faut avoir un père citoyen et une mère citoyenne, c'est-à-dire fille de citoyen. Autrement dit, d'avoir des parents qui sont des citoyens de souche. Voilà. Ça, c'est le premier critère que l'on retrouve dans d'autres cités et que l'on considère comme étant probablement le critère par défaut dans bien des cités à cette époque-là. D'accord. Jusqu'à ce que les choses se détendent un peu à l'époque hellénistique. Le premier critère, c'est celui de la naissance. Mais Aristote est très gêné avec ce critère parce que, comme il le dit, quand on remonte à l'origine d'une cité, on fait comment puisqu'ils n'ont pas de parents, ils n'ont pas d'ancêtres. Et à ce moment-là, au fond, c'est la participation qui fonde la citoyenneté. Et c'est quoi cette participation, justement? Parce que alors, ça, c'est très important. La participation, ça peut s'exercer à plein de niveaux. Alors, on a fait dire à Aristote, puisque je parlerai, c'est peut-être le moment de parler d'Aristote, justement, et de plus en parler ensuite. On a fait dire à Aristote beaucoup de choses qu'il n'avait pas dites, ou pas comme ça en tout cas. On lui a fait dire qu'il focalisait la participation sur l'aspect participation politique. Alors c'est à la fois vrai et faux. C'est-à-dire que, pour finir, le seul critère qui permet de reconnaître un vrai citoyen, c'est la participation à ce qu'il appelle le pouvoir judiciaire, la krisis, qui a donné le mot crise en français, et le pouvoir de gouvernement, d'exercer une charge notamment, qu'on appelle l'arché. Alors c'est vrai, c'est-à-dire que c'est bien ce qu'il dit, mais il ne nie pas que le citoyen participe à des tas d'autres domaines. Simplement, il considère que ce sont les deux seuls domaines auxquels les autres n'ont pas accès. Parce que tous les autres, qui sont situés à plus ou moins grande distance du citoyen, bénéficient de ce que j'appelle des fragments de citoyenneté. Par exemple, les métèques ont accès, en particulier à la fin du IVe siècle, aux actions judiciaires. Ils peuvent aller dans les tribunaux. Et puis il y a d'autres exemples. Les métèques participent aussi sur le plan militaire, sur le plan fiscal. Donc il y a des fragments de citoyenneté qui sont accordés à des tas de statuts personnels, mais la participation politique est réservée aux citoyens, d'où la définition d'Aristote. Mais ça ne veut pas dire que les citoyens n'accomplissent pas des actes religieux, cultuels, bien sûr. Ouais, bien évidemment. Sûr. Il y a aussi participé à la vie collective, globale. C'est ça. Il y a la communauté, c'est quelque chose qui n'est pas totalement... qui forme la cité, mais à l'intérieur de laquelle vous avez des groupes particuliers. Ouais, par exemple. Voilà. Vous avez... d'abord, il y a la question des femmes. Alors, on parlera des femmes. On en parlera après. Enfin, c'est vrai que les femmes n'ont pas... Là, c'est la moitié. Il reconnaît parfaitement, Aristote, que les femmes forment la moitié de l'humanité, mais elles ne participent pas à la krisis et à l'arché, au pouvoir judiciaire et au pouvoir politique en général. Quand on voit ce que ça donne depuis que vous avez le droit de vote... N'est-ce pas Ça commençait par quelque chose de très conservateur, d'ailleurs, mais bon, peu importe. Oui, je suis assez d'accord.
Donc, je disais tout à l'heure, on peut acheter aussi la citoyenneté. Alors, effectivement, donc la naissance est un des critères, et la participation est fondamentale aussi, mais il y a d'autres moyens d'accéder à la citoyenneté. Si vous n'êtes pas un citoyen de naissance, la cité peut vous accorder la citoyenneté. C'est relativement rare, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Ça existait, bien sûr, on a pas mal de décrets qui octroient la citoyenneté, mais ça reste finalement assez marginal, contrairement à l'image qu'on peut en avoir. Mais il faut avoir, par exemple, été un bienfaiteur particulier pour la cité. Être un bienfaiteur, c'est souvent donner de l'argent. Il ne faut pas se leurrer sur la question. Rendre des services, ah oui, absolument. Ça peut être aussi dans le cadre de procédures collectives. Par exemple, vous avez des accords entre cités, ce qu'on appelle des isopolities, ou bien une autre forme qui est la sumpolitie, donc des accords de citoyenneté égale ou de citoyenneté partagée, qui permettent à des gens d'exercer la citoyenneté ailleurs que chez eux. Donc, à ce moment-là, c'est une forme de citoyenneté octroyée, si vous voulez. D'accord. Et puis, vous avez aussi cette voie qui est tout à fait particulière, qu'on a du mal à imaginer, dans la Grèce qu'on s'imagine, dont on rêve, qui est l'achat de la citoyenneté. C'est relativement rare pour jusqu'à la fin de l'époque hellénistique. Il y a des vagues. À Athènes, visiblement. Non, on a des preuves pour la fin de la période, même, malgré tout. Mais on a quand même quelques exemples dans le monde grec, j'ai essayé de les rassembler. Ça fait vraiment penser aux situations contemporaines dans l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai un chapitre sur la comparaison avec Malte, qui a commencé à vendre son passeport, alors que Malte est dans l'Union européenne. Ouais, oui. C'est pour ça que je disais que vous ne reculiez pas devant la comparaison. Ah non, je pense que la comparaison est fondamentale, non pas à n'importe quel prix, bien sûr. Mais pour replacer les choses à la fois par rapport à nous, donc ce qui peut être dans la proximité de nos propres pratiques, et en même temps dans ce qu'il faut resituer dans la Grèce. Exact. Il y a 2500 ans. Voilà. D'ailleurs, j'ai été très surpris au départ. C'est vrai que vous citez Métèque, etc., sans mettre de guillemets, parce qu'aujourd'hui, on s'offusque de tout. Alors, je précise qu'il y a un petit lexique à la fin pour ceux qui seraient perdus. non, mais comment ces mots sont devenus péjoratifs, d'ailleurs, on sait ça ? Eh bien, parce que... ils ne sont pas toujours péjoratifs dans la Grèce antique. Oui, mais ils le sont. Oui, sur le mot métèque, ça c'est une bonne question. Vous allez me faire sécher là. Ah, c'est pas grave. Non, mais je disais aux étudiants l'autre jour, avec ma gueule de métèque, est-ce que c'est la seule chose que ça leur évoque ? Il y a quand même une méfiance à l'égard des étrangers. Je ne vous garantirai pas que le mot soit péjoratif dès l'Antiquité, mais il a dégénéré en quelque sorte, effectivement, oui. Un peu comme barbare, etc. Oui, c'est ça. Ouais, alors ça, les barbares, c'est déjà péjoratif à l'époque. Hein. Ça pose un vrai problème dès l'époque. On est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il existe des stratégies individuelles en fait pour accéder à la citoyenneté ? Sans doute, on ne les connaît pas toujours. Alors, il y a quand même des cas qui sont tout à fait intéressants. Évidemment, on est obligé de retourner à Athènes au IVe siècle. Hein. C'est là quand même qu'on a les meilleurs récits, les récits qui sont pleins de chair, d'où l'athénocentrisme, auquel je crois que je n'échappe pas moi-même, même si j'essaye d'y échapper. Vous avez des carrières qui sont extraordinaires. Par exemple, la carrière de l'ancien esclave banquier, qui a énormément de capacités financières, visiblement, qui est affranchi, donc qui gagne sa liberté, et puis qui gagne la citoyenneté athénienne parce qu'il a rendu des services matériels à la cité d'Athènes, et qui devient l'homme le plus riche de sa génération, qui est Pasion. Pasion, avec ensuite un deuxième derrière qui est Phormion, son associé devenu lui aussi citoyen alors qu'il était esclave. Donc il y a des stratégies individuelles, certainement, en interne, bien sûr. Ça mériterait en lisant ça, je me disais, mais ça mérite des séries sur Netflix. Ah, mais tout à fait. Ah oui, mais je crois qu'il faut vraiment vivre les textes, notamment chez Démosthène, pour bien les comprendre. Et ça, j'ai découvert ça vraiment dans votre livre, je ne connaissais pas du tout. Il y a aussi le mérite militaire, économique, ce que vous disiez, sportif, donc. Comme je disais au départ, absolument. Vous commencez par ça d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, en ce qui concerne Athénodoros, puisque vous faisiez allusion à Athénodoros qui gagne la citoyenneté vers 300 à peu près à Éphèse, il rapporte la couronne, donc le prestige à sa cité d'adoption. Il était isotèle, c'est-à-dire un étranger qui a le privilège de payer les mêmes impôts que les citoyens. Alors la question de l'isotélie, ça c'est un vaste sujet, la question de l'isotélie, mais il rapporte du prestige à sa cité. Oui. Il y a aussi des faux citoyens.
Alors, évidemment, autour de cet ensemble, ce cœur de cible, que la cité cherche à bien délimiter. Hein. Les cités grecques ont eu, en particulier, on le voit très bien pour Athènes, mais on le voit aussi ailleurs, ont eu très peur de tout ce qu'on pourrait appeler des sans-mêlés ou des gens qui ne sont pas tout à fait citoyens, qui trichent, qui fraudent. Bon, effectivement, il y a forcément des gens qui passent malheureusement sous les radars pour nous dans les sources, tous ceux qui s'approprient la citoyenneté en pratique, en quelque sorte. Alors, est-ce qu'on doit les considérer comme des citoyens ? C'est tout le problème. C'est le problème, par exemple, de la célèbre courtisane qui est devenue femme de citoyen, qui est née à Hira, qui a commencé à Athènes, elle a commencé à Corinthe comme une esclave prostituée, elle avait moins de 7 ans, il faut se rendre compte de ce que c'est, hein, de ce que c'est. Alors effectivement, ça déjoue un peu... Malheureusement, ça existe encore aujourd'hui. Tout à fait, mais hein, c'est vrai que ça déconstruit un peu l'image qu'on a de la Grèce, hein, et d'une très grande brutalité. C'est d'une très grande brutalité qui manifeste, qui montre une ascension sociale extraordinaire, jusqu'à épouser, entre guillemets, mais comment, entre guillemets, on ne sait pas, un citoyen athénien qui ensuite adopte en quelque sorte la fille qu'elle a eue de quelqu'un d'autre avant et qui la présente dans la fratrie, c'est-à-dire le groupe... le groupe, une des subdivisions athéniennes qui permet la reconnaissance des enfants et qui ensuite la marie successivement à 2 Athéniens, dont le premier dit « Ah non, c'est pas possible, elle a trop mal vécu cette fille, c'est pas possible, c'est pas vraiment une Athénienne. » Et ensuite un deuxième qui lui agit un peu différemment. Mais il faut savoir quand même qu'au milieu du IVe siècle à Athènes, on a des lois qui interdisent le mariage avec un étranger. Oui. Donc voilà, ça devient compliqué à un moment. Je suis assez d'accord. C'est marrant parce que en lisant, je me disais, mais c'est finalement assez proche, en toute proportion gardée, mais de ce qu'on vit au début du XVIIIe siècle avec les lettres de noblesse, les quartiers de noblesse, etc., avec les faux nobles, les vrais nobles, etc. Oui. C'est un peu ça en fait. C'est un peu la fin d'une civilisation en fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de la fin d'une civilisation. Non, je n'aime pas beaucoup le mot fin parce que ça tire vers le mot déclin. Non, pas déclin. Fin dans le sens, on sent qu'on est au bout de quelque chose. Alors, je ne sais pas. Quand il y a cristallisation comme ça, Je ne sais pas parce que c'est un système qui a été relativement stable. Hein. Il a été relativement stable. Alors ensuite, à l'époque hellénistique, ce qu'on constate, alors pour les cas où l'on connaît bien le système du 5e, 4e siècle, donc celui de l'époque classique, c'est intéressant de voir ce que ça devient à l'époque hellénistique. On a du mal à le prouver, mais il semble quand même qu'il y a alors je n'aime pas le mot relâchement, mais il y a une sorte d'ouverture vers l'extranéité, c'est-à-dire le statut d'étranger, puisqu'on a des cas à la basse époque hellénistique de gens qui ont une mère étrangère et un père athénien et qui sont bien des citoyens pour Athènes. On a ce cas. Donc effectivement, il y a une ouverture. Il y a une ouverture à ce moment-là, et effectivement, on voit mal comment on peut résister, comment un système comme ça peut résister. C'est ce que je voulais dire. En fait. Je comprends effectivement. Et alors, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que cette fermeture du corps civique qui homogénéise son contenu, c'est-à-dire que tous ceux qui sont à l'intérieur sont des égaux, eh bien, va de pair avec la démocratie. Plus vous avez de démocratie, plus vous avez une sorte de fermeture du corps civique. C'est ça, c'est une paradoxe. Cristallisation. Oui, paradoxe. C'est ce que j'appelais cristallisation. C'est pas vraiment la vision que l'on a de la démocratie. Ouais, c'est étonnant, effectivement. Les esclaves affranchis dans les cités grecques, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Ah, alors ça, c'est un de mes sujets favoris aussi, qui est quelque chose qui est en chantier. Hein, l'examen on a des livres sur l'affranchissement, mais l'examen du devenir des esclaves affranchis, c'est compliqué parce que ils acquièrent un nom, souvent avec un patronyme ou avec parce que le nom d'un citoyen, c'est son nom personnel suivi du nom de son père. Et puis du nom de sa cité. Bon, donc, à partir du moment où vous avez un affranchi qui se met à avoir une sorte de patronyme, et puis qui vient de quelque part, il ressemble étrangement à un citoyen. Donc, ce sont des gens qui, en grande partie, passent sous les radars une fois qu'ils sont affranchis. Puis alors, une fois qu'ils sont affranchis, qu'ils sont libérés de tout service à l'égard de leur maître, et qui partent à 100 km de là, eh bien, les repérer, ça devient extrêmement difficile. Moi, je suis un peu plus au fait de la citoyenneté romaine que des Grecs. J'ai fait plus de latin que de grec. Peut-être que c'est pour ça. Je la comprends mieux, en tout cas. Mais elle semble plus fragile, cette citoyenneté grecque.
Disons qu'une des raisons pour lesquelles elle est plus fragile, probablement, c'est le nombre de cités. Quand vous sortez de votre territoire, vous n'avez plus les garanties qui sont attachées à votre statut de citoyen. On ne peut pas vous saisir quand vous êtes... On ne peut pas vous vendre. Un Athénien ne peut pas se jeter sur vous et vous rendre esclave, par exemple. D'accord. Mais ces garanties-là, normalement, en fait, elles s'arrêtent une fois que vous franchissez le territoire de la cité. Alors, comme il y a plus de 1000 cités, ça pose des problèmes. Évidemment. Ça pose des problèmes, sauf s'il y a des accords entre cités, par exemple. Mais c'est le cas, par exemple, qu'on voit dans le Contre Nicostratos de Démosthène, de ce personnage qui, ayant quitté sa cité, la cité d'Athènes, pour aller à la poursuite de 3 esclaves qui s'étaient échappés, se retrouve capturé, probablement par des pirates, et qui est vendu comme esclave sur le marché d'Égine. Et qui, pour récupérer sa citoyenneté, doit payer, en fait, une rançon. Hein. Ok, je comprends tout à fait. À propos de cartes, enfin de nombre de cités, heureusement qu'il y a une carte au début du livre. Alors je précise que la carte ne comprend que les noms de cités que j'ai évoqués ou les noms de régions que j'évoque dans le livre. On est d'accord, et il y en a énormément, beaucoup plus que ce que je croyais. C'est pratique pour prendre des vacances, si on veut partir en vacances. Je conseille particulièrement les îles. Oui, bien entendu. Rhodes, c'est bien comme île. Oui, il y a beaucoup de touristes, mais je conseille aussi Kos. Alors Kos, c'est très intéressant pour les épigraphistes. Samos, c'est passionnant aussi, bien sûr. Et puis il y a des peties îles qui sont magnifiques en Grèce. Oui, bien sûr, il y a les îles, les Sporades du Nord, que ça soit Skiathos, Skopélos, Alonissos, qui sont évidemment d'anciens sites antiques, sont très intéressantes, bien sûr. Génial. On en reparlera ça, c'était micro. La petite bulle touristique. Mais c'est important. En quoi est-ce qu'on peut parler de citoyenne dans le grec? Parce qu'il y a aussi des citoyennes. Ça, c'est un grand débat. C'est quelque chose qui a fait débat pendant longtemps, jusqu'à ce qu'arrivent ce qu'on appelle les Women's Studies, donc les études sur les femmes qui ont débarqué en France il y a à peine 50 ans, dans les années 70-80, 1970, le siècle dernier, comme on dit aujourd'hui. Arrêtez, ça m'angoisse. Absolument, moi aussi. Et qui ont permis de désinvisibiliser les femmes. Ça, c'est certain, parce qu'on s'est mis à étudier les femmes de manière systématique. C'était les femmes qui étudiaient les femmes, ce sont les historiennes qui ont étudié les femmes, à la suite des mouvements féministes, bien sûr. C'est venu des États-Unis, on n'a pas réussi à l'inventer ici, mais ça a pris une très grande ampleur en France. Il y a une grosse école sur les Women's Studies, ça c'est clair. Et donc on a étudié les femmes dans tous les domaines. Et puis, du coup, on les a rendues visibles. Et puis, on en est passé aux études de genre, les Gender Studies, à partir des années 1980-90. Et les Gender Studies ont remplacé le concept d'homme et de femme, au sens biologique du terme, par les concepts de féminin et de masculin, puisque le gender, le genre, c'est le sexe social, tandis qu'on garde le mot sexe pour le sexe biologique. Alors là, il faut expliquer peut-être. Le sexe biologique, c'est tout simplement ce qui fait que vous êtes un homme ou une femme à la naissance, que vous avez il y a des critères de reconnaissance biologique. Et puis, le sexe social, c'est finalement les comportements que l'on attend de vous en tant qu'homme ou femme, et donc que l'on considère comme féminin ou masculin, et qui diffèrent selon les sociétés. C'est-à-dire que le concept de gender a été très utile pour, comme on dit, désessentialiser le féminin et le masculin. C'est-à-dire que toutes les sociétés ne considèrent pas toutes les pratiques de façon immuable comme étant celles relevant du féminin ou du masculin. Un seul exemple, le port du pantalon. Le port du pantalon au XVIIIe est impensable pour une femme. En 1920, c'est un signe de révolte, et aujourd'hui, c'est totalement neutre. Donc il y a une évolution de ce que recouvrent les domaines du féminin et du masculin. D'accord. Donc les gender studies ont été très utiles. Mais, parce que je trouve qu'il y a un gros mais, alors là effectivement je suis non pas en conflit mais en désaccord avec un certain nombre de mes collègues, je considère quand même, en vieille féministe que je suis, que les gender studies ont eu un peu comme effet de faire oublier les femmes de chair et d'os. Et je n'ai aucun problème pour reparler de femmes et d'hommes et de cantonner le gender au sexe social. C'est-à-dire que le mot genre est utilisé partout. Partout, à la place du mot sexe, il faut dire les choses. C'est là que vous m'intéressez beaucoup.
Et donc, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire sociale des femmes. Ouais. Elle a continué à bas bruit, cette histoire-là, malgré les études de genre, bien sûr. Mais moi, ce à quoi je veux tendre, c'est vraiment de remettre les femmes au premier rang, si j'ose dire. Bon. Donc, elle pouvait être citoyenne. Alors, revenons à la question de la citoyenneté. Oui, ça, c'est quand même un grand acquis depuis une vingtaine d'années. On ne peut plus dire que les femmes ne sont pas citoyennes, même si on le lit encore beaucoup dans les manuels. On peut le dire tout simplement parce que les sources le disent. Il y a des termes pour dire la citoyenneté féminine. Il y a les mêmes termes que pour les citoyens masculins, les citoyens hommes. Voilà. Alors bien sûr, il y a beaucoup moins d'occurrences des termes parce que les femmes sont moins présentes dans un certain nombre de sources, mais elles existent. Alors en revanche, elles n'ont pas les mêmes rôles sociaux ni civiques, ce qui m'a amené à parler de citoyenneté asymétrique. C'est une chose à laquelle je tiens énormément, cette expression, citoyenneté asymétrique. Elles sont centrales, mais pas dans les mêmes domaines. Alors, elles sont centrales dans 2 domaines fondamentaux qui sont la reproduction de la maison, l'oikos, par la lignée. Elles jouent un rôle fondamental dans la procréation. Oui, la maison au sens général. La maisonnée, donc voilà. Oui, c'est ça, oui, pardon, pas la maison, ça, il faut la vaisselle, mais pas seulement. Donc, elles sont au cœur de la procréation. Et donc, les femmes citoyennes légitimes sont très protégées de ce point de vue-là. Et sans femme, pas de reproduction, donc pas de corps social, pas de corps civique. Et puis il y a un deuxième domaine qui a amené à parler de citoyenneté cultuelle dans les années 80-90 pour les femmes, c'est la religion. C'est-à-dire qu'elles peuvent non seulement être spectatrices, apporter des offrandes, participer au culte, mais elles peuvent être prêtresses. Oui, elles peuvent être prêtresses. Homme, Voilà, c'est ça. Et puis il y a des tas d'exemples de prêtresses. Donc ça, c'est un domaine absolument fondamental. Alors, ces 2 domaines, la procréation et la religion, sont les piliers de la citoyenneté féminine. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas une part d'action, d'agentivité, comme on dit aujourd'hui, l'agency. On ne peut pas se passer de ce terme qu'on traduit par agentivité, c'est-à-dire la capacité d'action dans des tas d'autres domaines. C'est-à-dire qu'elles ont un rôle économique. Ouais, elles peuvent être chefs d'entreprise, elles peuvent être marchandes. Elles peuvent. Alors, chef d'entreprise, je ne sais pas, parce qu'il faut pouvoir manier beaucoup d'argent, et ça n'est pas forcément le cas. Oui, mais je l'ai vu, en fait, en travaillant sur le sujet. Oui, d'accord. J'en ai vu. Alors, je ne dis pas que c'est la majorité. Hein, mais non, c'est ça le problème. Et puis, à l'époque hellénistique, ce que l'on constate, c'est qu'elles sont de plus en plus visibles, en quelque sorte. Alors, il y a un biais des sources qui est qu'on a de plus en plus de sources épigraphiques, donc on les voit beaucoup plus, bien sûr. Et puis, elles apparaissent, ou je devrais dire, mais elles apparaissent à l'intérieur de familles. Elles jouent un rôle familial. Elles sont des femmes qui sont des épouses, des mères, des sœurs, des filles, à l'intérieur d'un système familial qui est de plus en plus marqué, si j'ose dire, et qui se marque de plus en plus dans la cité. Donc si on les voit plus, c'est aussi parce qu'elles jouent un rôle dans la famille. Et il ne faut surtout pas oublier une chose, évidemment, c'est que, et là je suis en désaccord avec un certain nombre de mes collègues justement sur ce point, elles sont toujours dominées par les hommes. Quoi qu'on fasse, on peut retourner la question sous tous les angles. Leur agentivité ne présuppose pas qu'elles sont autonomes dans cette agentivité. Elles sont toujours flanquées d'un tuteur qu'on appelle un kyrios, même si le pouvoir de ce kyrios est difficile à déterminer à certains endroits. Dans certaines régions, on a l'impression qu'elles bénéficient de davantage d'autonomie, par exemple en Grèce centrale, continentale, mais en réalité, on ne sait pas vraiment. C'est étonnant, parce que pour une civilisation du Sud, qui sont souvent matriarcales... oui, alors ça, je ne sais pas, si les civilisations du Sud sont matriarcales. L'Italie... Peut-être, en tout cas, c'est une civilisation patriarcale, sans aucun problème. Voilà, je ne dérogerai pas à cette idée-là, si j'ose dire. Elles ont des limites, comme vous l'avez dit, des limites concrètes, en fait, dans la participation citoyenne. Par exemple, elles n'ont pas accès au pouvoir politique. Elles sont complètement écartées du pouvoir politique d'un bout à l'autre de la période. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments, comme il y a ce que j'appelle des échappées de liberté, où on voit des femmes qui tout à coup ont des titres qui ont l'air masculins. On a des archontesses, alors que normalement la fonction est une fonction masculine, celle d'archonte, qui est une des magistratures, une des charges que l'on a dans les cités grecques. Dans certaines cités, par exemple dans les Cyclades, à l'époque hellénistique, on a comme ça ce genre de titre. Mais on ne sait jamais au fond si ça n'est pas simplement le fait qu'elle est la femme de l'archonte. Voyez ? Donc, vous voyez une femme chercher l'homme, c'est d'une part. C'est la limite des textes, en fait.
Voilà, c'est ça, la c'est limite ça, des sources exactement, que l'on a. exactement. La citoyenneté grecque, alors elle est quoi? Elle est plutôt exclusive, inclusive? Ouf, Tout elle ça est à la fois les ça veut deux, peut-être j'ai rien envie de dire. dire les deux. Elle a été longtemps exclusive quand Ouais. même, hein. Mais ça ne veut pas dire que la cité elle-même soit pas inclusive. C'est-à-dire que vous avez la citoyenneté qui est exclusive, en tout cas pour les fonctions de pouvoir. Le pouvoir reste celui de l'homme citoyen, mature. Et puis, en revanche, vous avez la cité qui est aussi une communauté. Et qui, de ce point de vue-là, qui inclut des tas d'autres statuts sans lesquels elle ne peut pas fonctionner, finalement. Les statuts d'étrangers et les statuts d'esclaves, évidemment. Hein, l'éléphant au milieu du salon, ce sont les esclaves. Bien entendu. sûr. Il y a le passage au cosmopolitisme qui est très important. C'est quoi? C'est une continuité ou plutôt une rupture, selon vous? Alors, c'est le chapitre 7, effectivement. C'est une petite fantaisie de ma part. Ouais. Mais j'aime bien. C'est pas une rupture parce que la notion de cosmopolitisme, en tout cas, pas de cosmopolitisme, mais de cosmopolitesse, c'est-à-dire de citoyen du monde, c'est quelque chose qui remonte à l'époque classique. Et le premier, c'est Diogène. En tout cas, dans la tradition qu'on lui attribue à l'époque impériale, bien sûr. C'est ça le problème, c'est que on n'a pas les écrits directement de notre ami Diogène, qui se disait, soi-disant, cosmopolite, ou je suis citoyen du monde. Le Diogène, c'est le même que celui qui vivait dans son... c'est ça. Alors pas dans le tonneau, dans une jarre, et qui est à la fois quelqu'un qui respecte les normes de la cité, parce que quand il est esclave à Corinthe, il donne aux enfants de son maître une éducation qui est exactement celle qu'on attend dans une cité grecque, et qui est en même temps ce que j'appelle un anti-citoyen. Il se met au milieu, entomesso, au milieu de la cité, et il fait tout le contraire de ce qu'on attend d'un citoyen. Ouais, c'est étonnant. Oui, c'est un personnage extraordinaire, très attachant pour moi. La conquête d'Alexandre a changé beaucoup de choses. C'est une transformation de la citoyenneté. Alors, de la citoyenneté, je ne sais pas, mais une transformation du monde grec, ça, indubitablement, puisque d'abord, c'est multiplié par 10, la conquête d'Alexandre a repoussé les limites de ce qu'on appelle le monde grec jusque dans l'Asie centrale. Enfin bon, il y a des sites, des cités grecques très très loin, qui sont allés jusqu'à l'Indus, puis ils sont revenus parce que les soldats n'en pouvaient plus, et on dit, là on connaît plus, on ne sait plus où on est exactement, donc on revient. Maintenant, les cités grecques ont perduré, bien sûr, et c'est une forme stable, la cité grecque, et qui perdure à l'époque impériale. Quels effets sur la citoyenneté? Alors, avant de reparler de la citoyenneté, je voudrais plutôt dire que pour l'entreprise Alexandre, on l'a longtemps considérée comme une sorte d'entreprise de fusion des civilisations. C'était la position de Droysen au XIXe siècle. C'est surtout, comme le dit très très bien Pierre Briand dans ses excellents ouvrages, c'est une entreprise de colonisation. Des Grecs, des barbares par les Grecs, évidemment. C'est vraiment une entreprise de domination plus qu'autre chose. Est-ce que ça a eu un impact sur la citoyenneté dans les cités? C'est compliqué, je ne suis pas certaine. Ça a mis en tout cas en relation des tas de cités avec d'autres. Ça a accru, si j'ose dire, les mobilités, donc les échanges entre cités et donc sans doute les ouvertures. Forcément. Oui. Parce qu'entre les Perses, entre les Égyptiens, etc. Oui. Enfin, c'est surtout une certaine mobilité peut-être. Oui, mais là, moi, je vous parle des cités, des cités. Mais effectivement, ça fait bouger les gens beaucoup plus. Et donc, ça brasse les concepts de citoyenneté, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que Rome achève ou transforme le modèle grec? Alors, en tout cas, pas dans l'empan chronologique que j'ai choisi, qui va jusqu'à Auguste, c'est-à-dire en gros jusqu'à 27, à partir du moment où la Grèce... Qui est le premier empereur romain, contrairement à ce que... Oui, certains disent. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de Jules César en tant qu'empereur romain. À partir de 27, on peut dire que le principat augustéen commence. Et ce qui commence aussi, c'est la province d'Achaïe. Alors, la provincialisation de la Grèce a commencé à partir du IIe siècle. C'est très long, la provincialisation de la Grèce. C'est pas du jour au lendemain que la Grèce est devenue une province romaine. Ça, c'est certain, sous Auguste. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'était de voir
voir la manière dont les deux citoyennetés se percutent ou non. Hein. Donc la citoyenneté par les Grecs, la politeia, ou la civitas romana, la citoyenneté des Romains. Et comment est-ce qu'on pouvait le voir ? On pouvait le voir en étudiant d'une part les Italiens qui s'installent en Grèce, et la manière dont ils sont ou non accueillis dans les cités, comment c'est géré, tout ça. Est-ce qu'ils acquièrent la citoyenneté grecque ? Est-ce qu'ils exercent des charges ? Et on constate en particulier au 1er siècle que oui, ils exercent des charges. Toute la question étant de savoir s'ils ont été faits auparavant citoyens grecs de la cité où ils exercent des charges. Pas forcément, c'est pas forcément le cas. Et puis, il y a l'autre versant de la chose qui est, au fond, l'acquisition de la citoyenneté romaine par les Grecs, qui n'a lieu vraiment qu'à la toute fin de la période. Hein. On les voit, ça s'envole surtout sous l'Empire, sous le Haut-Empire. Il y en a quelques-uns qui l'acquièrent à la toute fin de la période, dans le dernier tiers du 1er siècle, hein, on le voit. Mais très rapidement, il y a une sorte d'ordonnancement qui s'établit entre ce qu'on peut appeler les citoyennetés locales, notamment la citoyenneté grecque, dans l'Empire romain en général, hein, et puis une citoyenneté qui est à l'échelle de l'Empire, qui est la citoyenneté romaine. Oui, effectivement. Oui. Pourquoi le modèle grec n'a pas perduré ? C'est-à-dire qu'il aurait pu... mais il a perduré. Je voulais finir ma question. Pardon. Si ça vous embête pas. En fait... est-ce que les Romains ont pris ce modèle ou est-ce qu'ils ont inventé ? Mais ils auraient pu calquer. Ils ont inventé leur propre citoyenneté. Les deux citoyennetés sont capables de se parler, c'est-à-dire que les Romains peuvent comprendre la citoyenneté grecque et vice-versa. Bien sûr, on le voit très bien chez Cicéron, par exemple. Non, ils n'ont pas copier le modèle grec. Pas du tout. Hein, ce sont des processus indépendants, mais qui présentent à la fois des similarités. Enfin, les deux citoyennetés présentent à la fois des ressemblances. Elles peuvent se parler. Hein. Il y a des droits qui sont attachés à telle et telle citoyenneté. Bon. Même si j'aime pas tellement l'expression de droit pour la citoyenneté grecque, c'est très différent de la citoyenneté romaine. Et puis, il y a des différences, parce que quand vous êtes citoyen romain et que vous êtes à 2000 km de Rome, pour voter, c'est pas très commode. Hein. Donc, la citoyenneté romaine devient rapidement un ensemble de droits, qu'on appelle des droits civils en quelque sorte, que ne sera jamais tout à fait la citoyenneté grecque, où l'attachement à la cité est très fort, c'est-à-dire que tous ces privilèges que vous avez, vous les exercez sur un territoire. Mais c'est en ça que je veux dire qu'elle n'a pas perduré. Elle aurait pu continuer, par exemple, en Gaule, puis ensuite au Moyen-Âge. Pas du tout, en fait. La citoyenneté romaine, vous voulez dire ? Grec. Enfin, le modèle grec. Le modèle grec aurait pu rester, mais en fait, pas tellement. C'est-à-dire que le modèle est adapté à la cité. C'est ça. Donc, la citoyenneté perdure tant que la cité existe. Mais ça a quand même duré pendant tout le Haut-Empire. Il y a eu la citoyenneté grecque continue, hein, bien sûr. C'est pas un modèle que la Gaule a pris, par exemple. Non. C'est intéressant. Oui. C'est en ça que c'est intéressant. Et on le retrouve après. On essaye d'aller rechercher le modèle grec. On essaye mais alors la redécouverte du modèle grec, ça c'est beaucoup plus récent, si j'ose dire. C'est beaucoup plus récent. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, que j'ai notée, sur la démocratie par Aristote, c'est « La multitude gouverne pour son seul profit alors qu'elle devrait gouverner pour le bien commun ». On en revient au bon et au mauvais régime. C'est ça, la notion de bien commun. Et aujourd'hui, mais c'est pour ça que je voudrais que tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques lisent les politiques d'Aristote. Mais ils vont demander où est-ce qu'il joue, Aristote, dans quel club de foot. C'est ça le problème, c'est que le niveau culturel, j'espère que non, quand même. Vous vous rendez pas j'espère compte, qu'il y en a un certain nombre qui ont une culture classique. Bon, certes, elle est un peu pas très consistante en ce moment, mais c'est vrai que cette distinction entre le fait de gouverner pour soi et le fait de gouverner pour le bien commun, le koinon sumferon, le bien commun, c'est quelque chose qui nous parle directement, hein. Donc, il devrait nous parler. Et est-ce qu'il existe encore, selon vous ? Difficile pour les historiens de répondre à ça, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que justement ce bien commun... Mais le problème, c'est l'individualisme. Voilà, avec cet individualisme. Ah oui, ça c'est la perte. Je ne suis pas quand même totalement défaitiste et pessimiste, mais c'est quelque chose qu'on pourrait leur emprunter, qu'on pourrait relire et leur emprunter, bien sûr. Ça paraît difficile. Oui. L'Amérique nous a inculqué l'individualisme. Oui. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des comportements individualistes chez les Grecs, mais quand on est grec, on est d'abord membre d'une communauté. C'est ça qu'il faudrait peut-être réinstiller, l'idée qu'on est membre d'une communauté, qu'on n'est pas tout seul, et que les droits individuels, c'est pour ça que je n'aime pas tellement la notion de droit, enfin l'idée qu'on parle des privilèges dont jouit un citoyen sous la forme de droit, parce que ça n'a rien à voir avec ce que nous entendons par la notion de droit, qui sont des droits individuels qui doivent en quelque sorte prévaloir sur les droits de la communauté. Effectivement. Christelle Müller, vous êtes formidable. Ce livre est important.
J'ai tendance à dire que on a créé cette radio pour comprendre aujourd'hui et demain à l'aune de l'histoire, mais plus que jamais ce livre, Lisez-le alors. C'est vraiment la synthèse de ça. Il faut le lire, La Fabrique du citoyen, chez Passé Composé, les Grecs et la Polithéia d'Aristote à Auguste. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup à vous. Je vous reçois pour votre prochain livre avec grand plaisir. Il va falloir l'écrire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.